Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Ravi de vous voir ici. Alors, je regarde en même temps s'il y a des visages connus avec qui j'ai déjà travaillé, mais j'ai pas l'impression. C'est bien, je vais faire connaissance avec vous tous. Alors, on va passer un petit moment sur ce sujet, sur ces sujets, réseaux sociaux et donc communication. Et puis l'intelligence artificielle avec les deux facettes, la partie opportunité que ça peut représenter pour vos établissements, et puis les gros défis que ça engendre, justement si on se projette dans l'esprit de l'école de demain qu'on a entendu dans les introductions tout à l'heure. Alors une petite citation pour démarrer. Le vrai problème de l'humanité est le suivant. Nous avons des émotions paléolithiques, des institutions médiévales et des technologies de Dieu. Donc c'est la citation d'un sociobiologue. Et Catherine Redon, quand on a démarré à travailler sur l'intelligence artificielle il y a 2 ans, avait repéré cette citation que j'avais mise sur mon profil LinkedIn. Elle l'avait bien accrochée. Et elle a bien raison, elle est toujours d'actualité. Et ça va faire peut-être un petit peu le fil rouge de ce qu'on va voir, parce que ça va nous permettre aussi de voir un peu cette mise en tension qu'on va avoir en fait entre des héritages qu'on peut avoir et des traditions, et puis des sujets qui nous amènent vers des sujets d'innovation. On va aller regarder ça d'un petit peu plus près. Alors, ce qu'on va voir cet après-midi va nous permettre de regarder 2 gros sujets. Comment l'éducation peut évoluer avec cette accélération technologique ? Et puis, où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on est prêt à adapter nos méthodes, nos institutions, notre vision de l'apprentissage, puisque ça bouge aussi ça, dans un monde où l'IA et les réseaux sociaux vont continuer à être fortement présents, et où ça redéfinit aussi le rapport au savoir, et on va aller voir un petit peu comment ça peut se traduire. Alors ça veut dire qu'à travers ça, on va avoir 3 enjeux. Comment les réseaux sociaux sont une révolution ou pas dans la communication scolaire ? Comment l'IA va transformer les pratiques éducatives ? Et enfin, est-ce que l'école, de façon large, est passagère de ce sujet ou actrice de ces transformations ? Est-ce qu'on les subit ou est-ce qu'on travaille avec ? Et on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Alors, peut-être pour introduire et savoir d'où je parle. Donc, je m'appelle Jocelyne Turpin. Mon métier, c'est d'accompagner au quotidien des dirigeants d'entreprise, dirigeants d'établissements, et je vous appelle intentionnellement des dirigeants, parce que Jérémy Torressan prenait l'analogie de la marine et de maintenir un cap, et je pense que c'est bien ça votre métier aussi, de conduire. Vous avez un vaisseau à conduire, et donc pour moi vous êtes aussi des dirigeants, et je les accompagne sur les sujets de transformation qu'engendre le digital. Et évidemment depuis 2 ans, on a le sujet de l'IA qui est bien venu nous chambouler, nous bousculer, avec une approche qui veut vraiment rester centrée sur l'humain. Parce que mon approche initiale, c'est les sciences humaines. Alors, certains de vos collègues l'ont qualifié d'anthropologique, plus que technophile. Et je suis une praticienne de terrain, c'est-à-dire j'aide des dirigeants comme vous, dans plein de contextes différents, à la fois construire des stratégies et puis surtout à les rendre opérationnelles avec la réalité de leur terrain. On ne reste pas sur des grandes slides de stratégie théorique, mais on va se confronter à la réalité du terrain pour le transformer en processus opérant. Alors pour démarrer, je vais déjà vous solliciter en vous invitant à prendre vos smartphones, et je vais vous poser une première question. Parce que j'ai parlé dans cette petite citation de technologie, et qu'on s'aperçoit que ce n'est pas si simple que ça de savoir de quoi on parle. Alors, vous avez le QR code, vous pouvez vous connecter aussi en allant sur le WooClap avec le code 100 ans SNEL. Et je vais vous lancer une première question qui va nous aider à avancer sur le sujet. Je vous laisse vous connecter.
Alors la première question, elle est simple. C'est, pour vous, qu'est-ce que c'est que la technologie? Ça paraît tout simple, mais en vrai, on est envahi de cette technologie. Et ce n'est pas si simple d'y répondre, donc pour des chefs d'établissement, mais aussi j'ai fait le test avec des ingénieurs, avec d'autres métiers moins sciences humaines et beaucoup plus techniques. Ce n'est pas si simple. Voilà, et du coup, on voit un peu vos réponses qui arrivent. Alors, hop, je vais essayer de balayer rapidement. Donc, des avancées scientifiques au service... Alors, la technique à l'aide de l'homme, pas mal. Des avancées scientifiques, des outils de progrès dans tous les domaines, des outils, des études techniques, des évolutions, de la politique, des avancées scientifiques, un outil de progrès qui devrait décharger l'homme, l'humain, du matériel numérique. J'arrive pas à tout lire. Ça concerne tout ce que l'humain construit, pas mal. Une avancée dans la modernité, science de la technique et de son usage, une aide pour l'homme, des outils, l'avenir, un mode opératoire, des outils au service d'eux. On est pas mal alignés et on voit qu'on est dans les sciences humaines. Donc super, super, parce qu'effectivement, il y a une approche très... Hop, si je reviens dessus... Voilà, je vais jongler un petit peu avec les espaces. Donc il y a une approche effectivement sur le regard de la technologie, enfin, sur la façon dont on voit la technologie qui est intéressante. Et là, je vous ai mis une définition de Zilberzan qui nous dit: la technologie, c'est l'invention humaine pour partager la connaissance et rendre celle-ci utile à ceux qui ne la possèdent pas. Et en fait, c'est intéressant parce que si on remonte très, 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 très loin dans le temps, nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, eh bien, ils étaient autosuffisants, c'est-à-dire qu'ils allaient par eux-mêmes chasser, ils allaient par eux-mêmes s'abriter, etc. Et puis à un moment, eh bien, ils ont eu envie, ça fait partie de la nature humaine que de progresser, en fait, de se regrouper pour aller plus loin. Et à partir du moment où ils ont commencé à faire groupe, eh bien, du coup, on a eu de l'échange de savoir qui a commencé à se faire, c'est-à-dire que ils ont eu envie de cultiver, par exemple, du blé pour manger, plutôt que d'aller chercher à manger tout seul, de produire des armes pour aller chercher. Et donc, du coup, on a commencé à avoir des artisans qui ont produit des armes. Et là, on a ce phénomène de transmission de la connaissance. Donc, c'est passé par l'oralité, puis par le langage. Et on arrive à un moment où on va avoir une société qui va pouvoir prendre du savoir, par exemple le savoir de l'artisan qui est capable de produire quelque chose et de simplement utiliser cet outil jusqu'au moment où on va arriver à quelque chose où l'humain ne va pas pouvoir tout apprendre, tout savoir par lui-même. On arrive à une limite et c'est là où on a cette invention de l'humain qui est la technologie, qui va prendre la forme d'un outil. Donc, si je reprends mon cueilleur, ça va être, à un moment, il va y avoir une arme ou des outils pour pouvoir produire de l'agriculture. Et quand on dépasse le sujet de l'outil, eh bien, ça va prendre des formes beaucoup moins matérielles. Ça peut être des recettes de cuisine, par exemple, le savoir d'un chef qu'on va retrouver dans un livre de recettes. Eh bien, c'est aussi une forme de technologie, c'est une méthode qui va être proposée. Et si on continue comme ça, on a aussi tout ce qui va être de l'ordre des algorithmes, si j'arrive sur le sujet de l'informatique. Donc je vous ai ramené du très loin à aujourd'hui, en fait, pour vous montrer que la technologie, c'est oui des choses qui peuvent être matérielles, comme du matériel informatique et qu'on a vu tout à l'heure dans les réponses, mais comme on le voyait aussi dans vos réponses, c'est des choses qui sont beaucoup plus transversales, qui sont beaucoup plus de l'ordre de la transmission entre humains, d'où le fait que la technologie est essentiellement quelque chose de social, avant d'être quelque chose de matériel. Et ça se passe par le phénomène que j'ai décrit et que je vous ai remis là avec trois gros mots. La capacité de partage, donc comment un expert va être en capacité de partager son savoir pour qu'il devienne utilisable par une autre personne. On a l'effet du nombre, comment si une personne peut utiliser ce savoir, eh bien, des centaines ou des milliers d'autres personnes vont pouvoir l'utiliser.
Et comment ce phénomène, par un effet boule de neige, donc on a un effet de masse qui se produit, on va avoir une utilisation très très forte. Ce qui veut dire que chaque rupture technologique, elle va engendrer une mutation sociétale. Si je reviens vers des sujets plus proches de la communication ou des sujets qui nous intéressent aujourd'hui, l'arrivée de Google en 1998, ça nous a permis d'avoir une capacité à aller chercher de l'information que nous n'avions pas avant. L'arrivée des réseaux sociaux, 2004, 2002 le premier, LinkedIn, 2004 Facebook, on a une capacité à s'interconnecter les uns avec les autres et une capacité de mobilisation de groupes qu'on n'avait pas avant en fait. On a ensuite l'interconnexion des objets. Je prends ma petite fiche pour ne rien vous oublier. On a la connexion des données. Par exemple, si je prends l'émergence de Blablacar, je suis dans la rue, je peux facilement interconnecter des données, ce qui fait qu'on a des hommes qui deviennent augmentés. On a la connexion des objets qui est arrivée après 2018, par exemple Alexa, qui fait qu'on peut avoir des humains qui vont être assistés. Et puis 2021, on va avoir toute l'émergence de la crypto-monnaie avec les sujets de tokens, et où là, on a aussi des bascules en termes de mutation sociétale sur la capacité à posséder, par exemple, qui va complètement bouger, en fait. Et puis, évidemment, 2022, eh bien, on a cette arrivée dans la sphère médiatique de ChatGPT, donc cette IA qui va venir bousculer jusque dans les écoles énormément de choses, pour lesquelles on n'a pas encore aujourd'hui, on ne sait pas encore complètement mettre les mots sur la mutation que c'est en train de produire, mais en tout cas, il y a clairement une mutation qui est à l'œuvre et on va pouvoir le mesurer dans les mois ou dans les années à venir. Donc, vous voyez, derrière ce sujet de la technologie, je vous ai emmené un petit peu loin, mais tout ça pour vous dire qu'en fait, à chaque technologie et chaque rupture technologique, on a forcément une mutation sociétale, et ces mutations sociétales, eh bien, elles ont des impacts effectivement dans vos établissements en fait. On ne peut pas avoir des grosses évolutions technologiques sans que ça ait des impacts sur la façon dont les gens vivent avec, dont ils communiquent, dont ils travaillent, etc. On va avoir ces effets-là. Alors, si je poursuis, voilà, c'était une petite slide sur ce lien entre rupture technologique et transformation sociétale. Et puis là, je vais refaire un pont avec quelqu'un que vous connaissez bien. Donc, j'entendais Jérémy qui citait Edgar Morin. Moi, j'ai pris Michel Serres. Michel Serres, donc ça, ce livre, Petite Poussette, c'est vraiment un livre que dans toute bonne bibliothèque de chef d'établissement, on devrait trouver. Parce que c'est sans doute... il y a beaucoup de très bons ouvrages, mais là, il a été excellent dans sa capacité à nous donner à voir ces mutations qui sont à l'œuvre. Et ce qui était vrai pour les mutations du digital en général sont tout à fait pertinentes aussi pour les mutations à l'œuvre avec l'IA. Et Michel Serres, donc là, je vous ai pris une de ces citations, donc... il nous rajoutait une couche en termes de... Donc, je vous ai dit, rupture technologique est égale mutation sociétale. Mais en plus, on a une surcouche par rapport à ça. C'est que... alors, je pense que générationnellement, dans la salle, on est beaucoup à avoir connu un monde où le digital avait beaucoup moins de place. Et donc, du coup, on a aussi quelque chose qui est très fort entre des générations nées avec le digital et les générations comme nous qui se sont construites autrement en fait. Et ça rajoute une surcouche. Et aujourd'hui avec ChatGPT, pour accompagner, j'ai un pied dans des univers assez avancés du digital et puis j'ai un pied dans des univers plus traditionnels. Je peux vous dire que cet écart qu'il nommait déjà en 2012, il est en train de s'accélérer, de s'accentuer très fortement. Et sans doute que dans vos établissements, vous commencez aussi à avoir des sujets par rapport à ça. Et ça fait évidemment émerger des peurs auprès des professionnels, des équipes éducatives qui sont tout à fait légitimes.
Alors, je vais continuer à avancer sur le sujet de communication pour commencer. Et donc, du coup, voilà, on va se recentrer un petit peu. Donc, mon intervention, elle est liée à 2 formations que j'anime pour le SNEL. L'un sur les stratégies de communication et les réseaux sociaux, et l'autre sur l'intelligence artificielle. Donc, sur le sujet de la communication par les établissements scolaires, je vais vous proposer de ressortir votre téléphone. Normalement, vous avez dû rester connecté. Et on va partager un 2e baromètre. Donc, pour vous, aujourd'hui, comment se concrétise la communication de votre établissement? Et tout va bien, vous ne serez pas forcément tous au même endroit, mais il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, ça nous permet de voir un petit peu où on en est. Et effectivement, suivant les tailles d'établissement que vous gérez, vous n'avez pas forcément les mêmes moyens, le même temps. Et donc, on peut avoir des écarts qui sont tout à fait normaux. Alors, on voit... Voilà, alors le 5, oui, ok, c'est un petit truc qui est resté, qui n'aurait pas dû être là. Il y en a qui sont joueurs, c'est bien, c'est bien. C'est très bien. Alors, du coup, ouais, on voit 14% une communication externe qui passe uniquement par les sites. En complément de notre site, nous avons initié au moins un réseau social et puis une stratégie de communication qui est intégrée à notre projet d'établissement avec un déploiement. Alors, on n'a pas toute la... Vous arrivez à lire toute la question? Je ne l'ai plus. Voilà, avec un déploiement omnicanal, mature et fonctionnel. Merci. Je ne me souvenais plus comment j'avais formulé la question. Où là, on voit que vous êtes à 18%. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit des niveaux de maturité, c'est normal, hein, qui sont différents suivant les établissements, suivant les moyens dont vous disposez. Et donc, ça nous donne un baromètre pour là, aujourd'hui, avec nous tous dans la salle. Voilà, dans la continuité de ça, et dans le cadre de cette formation qu'on fait avec le SNEL, je vous ai mis là des verbatims de certains de vos collègues, en fait, en début de formation, et donc les attendus que vous pourriez avoir ou que certains de vos collègues ont pu avoir, avec des niveaux différents. Pour certains, on a besoin de formaliser cette stratégie pour pouvoir avancer avec. Pour d'autres, on a besoin de mieux appréhender tout ce qui se passe du côté des réseaux sociaux au service de l'établissement. Pour d'autres, on est vraiment dans l'opérationnalisation des choses. Et pour d'autres, on est aussi comment, oui, on bâtit cette stratégie, mais comment on développe aussi du sens critique par rapport à ça. Donc, on voit des attentes qui vont être différentes, qui sont toutes légitimes, complémentaires, et ça montre aussi des niveaux de maturité différents. Donc, vous voyez, j'irai à l'image de ce qu'on a aujourd'hui dans la salle. Et là, aujourd'hui, je ne sais pas combien d'établissements, je n'ai pas demandé à Valérie, combien d'établissements on a accompagné sur ce sujet-là. Mais en tout cas, on est, je dirais, en cours d'une prise de conscience de l'importance de la communication dans les établissements. Et on va aller voir un petit peu comment elle se traduit. Alors là, je vous ai mis du factuel pour voir un petit peu l'état des réseaux sociaux et leurs usages. Alors c'est des baromètres qui sortent tous les ans et qui bougent, mais en tout cas, on voit là le premier toujours d'actualité, c'est Facebook. C'est pas forcément celui vers lequel on va, mais c'est celui qui est toujours aujourd'hui le plus utilisé. Et puis, si j'avance un petit peu, je vous ai mis un autre baromètre pour que vous ayez quelques chiffres sur la différence d'usage suivant les générations. Et donc ça, quand on est en train de bâtir sa stratégie, bien un des premiers points importants, c'est de s'interroger sur à qui je m'adresse, suivant le public auquel on s'adresse. Si je veux m'adresser aux élèves, si je veux m'adresser au corps enseignant, si je veux m'adresser aux parents ou à des partenaires, eh bien, c'est en ça où dans ma question, il y avait l'omnicanalité. On peut avoir des portes de communication qui vont être différentes et complémentaires, en fait.
Et donc, vous voyez, voilà, vos générations Z, elles ne sont pas forcément sur Facebook. Alors, les couleurs sont un peu moyennes, mais voilà, Snapchat et TikTok, il y a des chances que vous les trouviez là. Et ce n'est pas forcément des canaux qui sont investis par les établissements scolaires. Et c'est des canaux qui ont des codes de communication qui sont un petit peu différents. Chaque canal, en fait, chaque réseau a ses codes de fonctionnement. Et donc, du coup, effectivement, c'est bien de les connaître pour pouvoir avancer avec. Donc là, on est sur à qui je m'adresse quand je suis dans la communication. Je vous ai mis là, du coup, quelques... Alors, je ne reconnais personne de ces établissements-là, mais je vous ai mis là, du coup, comment ça s'illustre sur les médias. Donc, avec en haut plusieurs publications que j'ai repris de 3 établissements différents sur Instagram. Sur les côtés, des publications de Facebook. Donc, c'est les 2 gros réseaux sociaux qui sont investis aujourd'hui par les établissements en termes de communication. YouTube, qui reste un des médias les plus vus, et donc qu'il ne faut pas oublier, et qui est important, c'est le réseau social pour les vidéos, et c'est un des réseaux sociaux majeurs pour incarner les choses. Et puis je vous ai mis, là j'ai fait un petit clin d'œil à Jérémy, je vous ai mis aussi LinkedIn, parce qu'en fait, la communication, pour vous, elle est à regarder sous 2 facettes. Il y a la communication de votre établissement, mais je vous ai dit en introduction que pour moi, vous êtes aussi les capitaines de votre navire, et en tant que capitaine, vous êtes aussi les figures de proue. Et donc, du coup, la façon dont vous-même vous incarnez la communication, dont vous-même vous vous saisissez de ça à travers votre communication individuelle, et notamment sur LinkedIn, elle est importante. Vous êtes un des visages représentatifs de votre établissement. Et donc, du coup, ça se construit aussi. Et ça fait partie de cette réflexion globale. Vous ne le mettez pas forcément dans le projet d'établissement, mais votre fonction et votre projet professionnel et la façon dont vous pouvez capter des partenaires, développer aussi votre réseau de pairs chefs d'établissement, ça peut passer aussi par l'investissement de ce canal sur LinkedIn, en fait. Donc, si je resynthétise un petit peu, ce qu'on a sur ces sujets de communication, c'est d'abord une stratégie. Eh bien, comment je la définis? Parce qu'en fait, le constat, c'est que soit il y a des établissements qui y sont allés, mais doucement. Et puis, parfois, et dans les gens qui sont venus dans les formations, il y avait souvent des gens qui avaient déjà lancé des choses, mais sans réellement se poser sur une véritable stratégie. Parce que voilà, c'était pas forcément, on n'avait pas forcément conscience de l'importance de cette stratégie. Et donc, du coup, il y a des zones d'expérimentation qui sont faites, et puis après, on vient vraiment poser cette stratégie, ne serait-ce que pour la partager, et pour surtout derrière être en mesure de piloter ça. C'est-à-dire que, suivant les tailles de vos établissements, y a des situations où ça va être le chef d'établissement qui est au pilotage de la formation, puis il y a d'autres établissements où il va déléguer ça. Et pour bien déléguer et pour rester capitaine du navire, eh bien, il faut que cette stratégie elle soit construite, et que ce pilotage, ça s'anticipe à la fois en moyens et en mode de fonctionnement, en fait. Comment vous validez les publications? Comment vous êtes sûr que vos publications, elles sont alignées avec les valeurs que vous voulez transmettre, avec le projet d'établissement que vous avez, avec les codes visuels, ne serait-ce que ça, de construire son identité visuelle et d'avoir quelque chose qu'on reconnaît facilement, ça fait partie de cette stratégie qu'on bâtit, en fait. Et puis quand tout ça, ça roule, et bien du coup, comment aussi on va peut-être à chaque fin d'année scolaire évaluer ce qui a été fait, augmenter des choses, augmenter son audience, augmenter le nombre de vues, qu'est-ce qu'on met en place pour améliorer les choses, parce qu'il y a toujours des choses à améliorer. Ça veut dire que il y a 2 casquettes en fait, et ça fait partie je dirais, de votre périmètre de responsabilité en tant que chef d'établissement. On attend dans vos compétences, donc je dirais dans les gros lots d'actions que vous avez dans votre rôle d'établissement, il y a cette représentation externe
en tant que personne et en tant qu'établissement, vous avez ce rôle de représentation. Et donc, du coup, la compétence managériale de communication, elle est attendue et par vos équipes éducatives, et par les parents d'élèves, et par voilà, tous les partenaires locaux et autres avec lesquels vous travaillez, en fait. Et aujourd'hui, qu'on soit un dirigeant d'entreprise ou qu'on soit le dirigeant d'un vaisseau école, ça fait partie des choses qui sont attendues, pour lesquelles vous n'avez pas toujours été formé au départ, parce que ça ne faisait pas forcément partie, il y a quelques années, des compétences qu'on attendait aussi fortement qu'aujourd'hui. Et donc, du coup, c'est important de se le repréciser. Et puis après, il y a comment on passe sur la phase de déploiement. Ok, j'ai bâti ma stratégie, elle est claire, elle est alignée avec notre projet d'établissement. Comment on l'opérationnalise pour que ce soit fonctionnel sur un temps long, parce que y a une espèce de mécanique, une communication efficace, c'est quelque chose qu'on pense sur du temps long pour que les graines qu'on plante, elles poussent en fait. Donc voilà un petit peu resituer un petit peu tout ça, et puis peut-être des points méthodologiques. Alors, le CQQ s'est occupé. Le CQQ s'est occupé, c'est un point méthodologique qui peut vous aider et qu'on utilise en stratégie. Donc, je vais commencer par le quoi. Donc, sans doute, vous connaissez cet acronyme ou pas trop? Un petit peu? Oui, pas tous? OK. Donc, on commence par le quoi. C'est quoi notre projet d'établissement? C'est quoi notre projet d'établissement et notre stratégie de communication en écho, en cohérence avec notre projet d'établissement? Ensuite, on a la partie qu'est-ce qu'on veut en faire? Quand on communique, alors déjà, quel sens on donne à ça? Donc, pourquoi on veut communiquer? Et surtout, le pourquoi faire. Qu'est-ce qu'on attend? Donc, c'est vrai au niveau stratégique, c'est vrai au niveau très micro de chaque publication. Quand on fait une publication sur Instagram ou autre, en général, si c'est bien pensé, on attend une réaction de notre public. Ça s'appelle le call to action en communication. Quel est cet appel à l'action? Quelle attente on attend des gens auxquels on s'adresse, en fait? Et plus ça, c'est pensé, plus ça vous permet d'être efficient, d'être efficace dans votre communication. Et donc, vraiment, ça se joue à différents niveaux. Vous envoyez une campagne de newsletter par école directe. Quelle attente vous avez, ou des parents, ou des élèves, ou des publics auxquels vous vous adressez? Donc, il y a donc le quoi, le pourquoi et le pourquoi faire. Ensuite, il y a le qui. Dans le qui, on a plusieurs choses. On a le pour qui, donc à qui je m'adresse. Et vous vous adressez à des publics différents. Idéalement, votre communication, elle doit pouvoir cibler à la fois vos élèves, parce que c'est une vitrine qu'ils vont regarder, évidemment les parents d'élèves, mais aussi votre communauté éducative. Et là, un point important, c'est que une communication externe peut vraiment aussi servir votre communication interne. Moi, je le vois vraiment dans les accompagnements. On a parfois des situations qui sont bloquées, des gros grains de sable qu'on peut avoir à l'intérieur d'une organisation. Eh bien, le fait d'aborder ce sujet par l'extérieur, le fait qu'une équipe éducative voit que ce sujet-là est reconnu par l'extérieur parce qu'il y a eu un communiqué de presse, parce qu'il y a eu d'autres éléments qui sont sortis par l'extérieur, ça va venir légitimer, ça aide à débloquer des situations de l'intérieur, en fait. Donc, les deux se font vraiment écho. Donc, savoir à qui on s'adresse, de l'interne, élèves, équipe éducative, parents, ça peut être des partenaires locaux, des partenaires techniques, etc. Et donc, on ne s'adresse pas de la même façon suivant les personnes qu'on vise. On va avoir des messages et des attendus qui vont être différents, et des attendus dans les réactions, en fait. Et puis après, une fois qu'on a posé ça, eh bien, du coup, on va pouvoir passer à la partie opérationnalisation. Comment on fait? Et donc, dans le comment on fait, on va avoir le quand, par exemple, à quelle fréquence on communique. Et est-ce qu'on se dit, bien, mon établissement, au vu de la bande passante que je vais avoir, je vais décider de faire une publication tous les jours. Pour certains, ça va être ça. D'autres, ça va être une fois par semaine. Et c'est très bien. Ça va être plutôt la régularité qui va être importante. Si vous n'avez pas énormément de moyens humains ou techniques, eh bien, faites une fois par semaine. Faites une fois tous les 15 jours même. Ça passe parce que les algorithmes des réseaux sociaux, tant qu'on communique à peu près tous les 15 jours, ils vous gardent dans les fils d'actualité. Si vous commencez à avoir une
une fréquence de communication chaotique, peu régulière, du coup, vous allez être déréférencé au niveau des algorithmes. Donc, petit tips sur la fréquence. Donc, derrière ce quand, ça veut dire aussi quel calendrier éditorial on va avoir, comment on le pilote et avec qui, si vous avez de la ressource en interne pour vous aider là-dessus. Et puis après, on a le où. Et dans le où, c'est par quel canal de diffusion. Et dans les canaux de diffusion, c'est là où on parlait tout à l'heure d'omnicanalité. Eh bien, vous allez avoir des médias, réseaux sociaux qui vont être adaptés pour certains publics, pour certains sujets. Et puis des médias peut-être internes. Il y a des choses qui seront sur le site. Il y a des choses qui passeront par de la newsletter. Comment tout ça, ça s'articule en cohérence et comment tout ça, ça doit s'auto-servir de façon à être au service de votre projet. Donc vous voyez, derrière cette méthode du CQQ s'est occupé, on a déjà vraiment les bons piliers en fait pour avoir les sujets principaux en termes de construction de sa stratégie. Et donc voilà, j'ai repris l'image de mon capitaine là. Ça veut dire qu'en fait, cette boucle itérative, vous avez 4 grands champs. D'abord le cadrage et la définition de votre stratégie, la phase de déploiement. Et quand c'est déployé, ça ne suffit pas, par exemple, de mettre à jour des réseaux sociaux, en fait. C'est aussi comment vous animez ça, comment vous le rendez vivant. Si vous voulez que votre audience, elle accroche, eh bien, du coup, comment vous animez les choses. Et puis, évidemment, ce cycle de mesure, d'évaluation et d'ajustement. Et là, c'est vraiment votre rôle de capitaine d'avoir régulièrement ce regard-là pour pouvoir ajuster, réaligner avec le projet d'école. Un projet d'école, c'est quelque chose qui évolue, en fait. Vous prenez en compte des nouveaux sujets, vous avez des sujets des thématiques fortes. Bien, du coup, comment ça transparaît aussi dans votre communication. Donc, pour synthétiser un petit peu les sujets de communication d'une stratégie qui serait réellement active, comment ça agit sur votre image de marque? C'est la communication de façon large, c'est la vitrine de votre établissement, c'est le relais de vos valeurs. Ça doit être aligné aussi en termes de communication avec ces codes de communication qu'ont vos élèves, ces digital natives. Ça vous permet d'anticiper, c'est ce que je disais tout à l'heure, une communication externe est aussi au service d'une communication interne. Ça vous permet en termes d'anticipation de préparer un terreau qui peut être fertile quand vous avez besoin d'activer ça. Par exemple, quand il y a une crise, le fait d'avoir une communication déjà fluide, ça vous aide à avoir une communication de crise qui soit beaucoup plus efficace. Si tout ça, ce n'est pas pensé en amont, par exemple, si je prends la grosse crise mondiale qu'on a connue avec le Covid, en fait, eh bien, c'était clair, hein, les établissements qui avaient déjà mis en place une communication, ça a été facilitant pour déployer leur communication. Ceux qui n'y étaient pas encore, ça a été plus difficile. Donc c'est vrai à l'échelle d'une crise mondiale, mais que j'espère on ne retrouvera pas, mais c'est vrai aussi à l'échelle d'une crise locale. J'ai eu plein de retours d'expérience je sais pas, il y a le feu un moment dans un établissement, et bien la communication, quand tout ça s'est déjà installé, est beaucoup plus facile pour anticiper les choses. Et puis, il y a vraiment le sujet de l'attractivité. Et là, un de vos gros enjeux au niveau des établissements, c'est les inscriptions de nouvelles familles, par exemple. Eh bien, voilà, c'est vraiment une de vos vitrines. C'est bien les médias. Et c'est aussi une zone d'attractivité pour vos recrutements, pour vos partenariats. J'ai des professeurs qui témoignent parce qu'ils ont vu une vitrine qui était attrayante, eh bien, ça leur a donné envie d'aller travailler dans des établissements, et d'autres qui ont pu témoigner qu'une vitrine un peu old school, c'est les mots qu'ils emploient, ne donne pas l'impression d'un endroit où il y a de la modernité. Et donc, du coup, de revoir assez régulièrement l'image qu'on dégage de façon globale par les différents canaux. C'est absolument essentiel, en fait. Et donc, du coup, sur ce premier enjeu qu'on avait, les réseaux sociaux, est-ce que c'est une révolution dans la communication scolaire ? Eh bien, d'abord, je rappelle que les réseaux sociaux, ça date de 20 ans. Donc, pour moi, c'est plus nouveau, tout ça. Et donc, j'invite chacun d'entre vous à mesurer ça.
Donc, ça devrait, et les gens attendent que ça soit réellement pris en compte. C'est une transformation de la façon de communiquer et de la façon d'informer qui est réellement là. On a un gros cap qui a été passé en 2020 avec un fort accroissement des organisations sur leur stratégie de communication. Et c'est réellement des stratégies qui doivent être bâties au même titre que vous construisez vos projets d'établissement. Votre communication devrait être aussi bâtie de la même façon et avoir votre attention de la même façon, en fait. Et je vais passer au sujet de l'IA. Et pareil, vous reposez une petite question collective. Alors, où en êtes-vous du sujet de la prise en main de l'IA dans vos établissements? Petit baromètre. Alors, 61%, je vous continue à voter, hein, mais allez, à peu près 60%. Le sujet est en réflexion, et notamment dans les salles de profs. Quelques professeurs sont allés en formation pour 24-25% d'entre vous. Nous avons initié une démarche globale avec l'ensemble des équipes pédagogiques pour 14%. Donc déjà, ça donne un baromètre collectif et c'est important de savoir se situer par rapport à ça. Voilà, ça permet déjà de voir un petit peu où ça en est. Alors, vous pouvez continuer à voter. Je vais quitter cette vue-là, on pourra y revenir après, pour revenir sur du concret et vous faire aussi du retour. Alors, il n'est pas là, mais je l'utilise. Voilà, je vais vous faire un petit... une petite écoute de Pierre-Laurent Combarette. En fait, l'idée du projet venait de l'utilisation d'abord d'enseignants qui utilisaient des réseaux sociaux et aussi TikTok, sur lequel je me suis beaucoup interrogé, et aussi sur la communication sur l'établissement. Et ça nous a posé aussi la question de savoir quelle est l'utilisation au sein des équipes. Est arrivée l'intelligence artificielle, et avec cette intelligence artificielle, moi déjà dans mon utilisation, qu'est-ce que j'en faisais, et au-delà, comment j'allais pouvoir, au niveau de l'équipe d'enseignants et des personnels administratifs aussi qui s'en inquiètent, comment j'allais mener une vraie réflexion sur l'utilisation et l'utilisation éthique, on en parlait tout à l'heure, de cette intelligence artificielle. Un petit extrait de la vidéo que j'ai saisie au vol de Pierre-Laurent, mais il nous faisait bien le pont entre communication et IA, et il y a une vraie continuité sur ces deux sujets. Et voilà, et là pareil, je vais y revenir après, mais j'avais envie de continuer à tirer le fil avec vous de Michel Serres, où dans la continuité de ce livre Petite Poussette, donc Petite Poussette, c'est le nom qu'il a donné aux digital natives parce qu'il les voyait sur leur smartphone à communiquer avec leur pouce, d'où le nom d'où le titre du livre Petite Poussette. Et donc une des jeunes filles, une petite poussette, demandait à Michel Serres, en parlant de l'enseignement, le métier d'enseignant doit évoluer, mais même si l'information est accessible sur Internet, n'est-ce pas eux qui nous donnent le goût du savoir? Eh bien, c'est bien de ça qu'il s'agit, en fait. Et c'est ce qu'on va aller regarder, en fait, sur comment on a, en fait, un accès à la formation qui est démultiplié, mais ce n'est pas réellement ça qui va donner la connaissance, en fait. Et je pense que ça, c'est un point de réassurance à vraiment transmettre aux professeurs qui pourraient avoir peur, parce que j'en entends pas mal, et vous allez voir tout à l'heure, en fait. Leur métier va continuer à être absolument nécessaire, mais peut-être que leur rôle va changer et que des choses vont se transformer. Alors, pour continuer à avancer sur ce sujet de l'IA, je vous ai mis là 3 chiffres pour montrer un petit peu où on en est. D'abord, un chiffre dont vous avez peut-être entendu parler, 100 millions, c'est le taux d'adoption absolument massif et jamais vu auparavant qu'il y a eu à la sortie de ChatGPT en novembre 2022. Donc on a eu un taux d'adoption qui a absolument explosé par rapport à toutes les plateformes existantes. 75%, c'est à la rentrée de septembre, le pourcentage des jeunes de 13 à 21 ans
qui l'utiliseraient régulièrement. Et donc, du coup, ça veut dire que très probablement, voilà, dans les classes de vos établissements, vous avez peut-être ce taux de 75% des jeunes qui l'utilisent régulièrement, et ce, voilà, depuis 2 ans. Et moi, je vois des pratiques qui auraient besoin d'être plus matures. Et puis, un autre sujet que ça vient percuter, et là, pareil, c'est un chiffre que j'ai eu récemment en début d'année, 44% de nos compétences, toutes, que ce soit celles des équipes éducatives, mais voilà, de chacun de nos métiers, va devenir obsolète d'ici 3 ans. Ça ne veut pas dire que 44% de ce qu'on fait sera obsolète. Ça veut dire qu'on va devoir tous évoluer et grandir, apprendre des nouvelles choses, parce que tout ce mouvement, toute cette mutation, si je refais un peu le pont avec ce que j'ai dit précédemment, cette évolution technologique, elle est en train de créer des mutations sociétales qui vont irradier tous les métiers. Et notamment tous les métiers du savoir et tous les métiers de l'expertise, en fait, et que du coup, eh bien, chacun d'entre nous, on va certainement devoir continuer à élargir nos écoutilles et à apprendre beaucoup de choses nouvelles, en fait. En même temps, le sujet de l'IA en sciences de l'éducation, c'est pas nouveau. Les chercheurs en sciences de l'éducation travaillent sur ces sujets-là, et notamment les 3 gros sujets que je vous ai indiqués là. Donc la personnalisation des apprentissages, l'évaluation dans l'apprentissage et les traces d'apprentissage. Ces 3 sujets que la recherche en sciences de l'éducation, et notamment au niveau de l'IA, travaille depuis longtemps déjà, en fait. Donc du coup, on bénéficie aussi de tout ça, tout comme l'IA il n'y a rien de nouveau. Pourtant, cette hypermédiatisation et cette espèce de chaos qu'a provoqué l'arrivée de ChatGPT, quand je vais dans vos établissements et qu'on commence à travailler et que je pose cette question aux professeurs, quand je pense à l'IA et à mon métier, je dirais que, voilà les mots qui ressortent, en fait. Donc le mot de triche, alors ça diminue un petit peu. Je vois au fil des mois quelque chose qui est en train un petit peu de se transformer, mais il continue à arriver toujours voilà, au cœur. Donc, vous connaissez, hein, sur les nuages de mots, plus un mot est mis souvent, plus il va ressortir en gros, en fait. Donc, du coup, voilà, vous voyez, il y a à peu près moitié-moitié de mots qui émergent, qui vont être des mots plutôt du côté des risques et de la peur, et puis des mots qui vont être plutôt du côté de l'ouverture et de l'innovation. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on voit dans les établissements. Donc là, je vous ai mis les 2 sujets. D'un côté, dans les peurs, on a la fin de l'intelligence humaine, ce sentiment de dépossession et de déshumanisation. Donc ça, c'est des choses qui sont très, très présentes. De l'autre côté, on va avoir, chouette, on va pouvoir mettre en œuvre des nouvelles pédagogies, on va pouvoir gagner du temps. C'est l'avenir et c'est les métiers d'avenir. Et je dirais que pour faire balancier avec tout ça, eh bien, on est sur des sujets de l'ordre de la complexité, et que du coup, c'est ni tout blanc ni tout noir, et que c'est la capacité. Donc, les métiers des gens ne vont pas disparaître. Par contre, et les gens ne seront pas voilà, sortis de leur métier. Par contre, ils pourraient être remplacés par des gens qui sauraient mieux utiliser l'IA que eux. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui va fonctionner, c'est le binôme. Si je fais un parallèle, l'IA, on la trouve partout, en médecine, en météo, voilà, dans plein de domaines. Par exemple, en médecine, quand un radiologue travaille tout seul ou quand une IA travaille à la place d'un radiologue, c'est ni une solution ni l'autre qui sont les plus opérantes. Celle qui est la plus opérante, c'est quand on a un radiologue qui a appris à travailler avec l'IA, qu'il va mettre toute son expérience de la connaissance du patient, il est capable de décoder des signes sur le visage que l'IA ne voit pas, et la pertinence de l'IA avec cette capacité à aller voir des choses que l'œil humain ne peut pas voir, c'est quand les deux font binôme qu'on a les meilleurs diagnostics, en fait. Eh bien, dans tous nos métiers, ça va être la même chose. Ça va être comment on arrive à construire ce binôme intelligent, en fait, pour se saisir de cet outil. Mais c'est effectivement un sujet de la complexité.
Et si je reviens tout à l'heure à mon cueilleur et à l'évolution qu'il y a eu, la technologie, elle est arrivée aussi avec le sujet du collectif. Et donc, très clairement, plus on est sur des sujets de l'ordre de la complexité, moins c'est des choses qu'on va pouvoir résoudre seul, en fait. Et c'est ce qu'on va voir aussi avec les compétences à développer. On a vraiment quelque chose à jouer de l'ordre de la coopération, que ce soit en interne dans les établissements ou que ce soit en externe. On va aller le voir après. Alors, au SNEL, eh bien, on s'est saisi du sujet dès le début, en fait, puisqu'on est venu me chercher. ChatGPT est sorti en novembre, je crois qu'au mois de mars, je faisais la première conférence pour les chefs d'établissement sur le sujet. Et puis derrière, eh bien, au-delà d'aller sur des conférences, moi, je vous ai dit, je suis une praticienne. Et en fait, particulièrement sur ce sujet-là, on ne peut le comprendre et avancer avec, y compris pour bâtir des stratégies, que si on met les mains dedans. C'était déjà vrai avec les sujets de la communication. Mais alors l'IA, on parle une autre langue. Si on ne pratique pas l'IA, on ne peut pas, pour moi, bâtir ou co-bâtir ou co-concevoir des stratégies qui fonctionnent, en fait. Et donc, du coup, avec les commissions, on a mis en œuvre de façon très active ce sujet de l'IA. On a mis en place cette formation. Donc là, je vous ai mis des petites photos. Je ne sais pas combien. Alors, on cartonne avec cette formation. Ils sont obligés de réouvrir des journées à l'envi. On l'a fait aussi en délocalisé. Donc, je ne sais plus combien on a formé de personnes aussi sur le sujet. Et en tout cas, ce sujet, on ne peut avancer dessus dans les établissements qu'en le prenant de façon globale, en fait. Alors là, je vous ai mis là aussi des témoignages. Vous pouvez me donner une indication ? Ok, que vous pourrez avoir avec la presse. Vous aurez les liens et vous pourrez aller écouter. Donc, on a Arnaud qui est sur le groupe scolaire Sainte-Marie à Bourges, avec qui j'ai travaillé sur la globalité en 2024. On a Sophie Martinez et Philippe Blondel qui sont à Montauban, où pareil, on a conduit toute une démarche sur plusieurs mois. Et puis Pierre Laurent aussi, avec lequel on a travaillé. Vous verrez un petit peu leur témoignage. Voilà, avec des illustrations concrètes au travers ce petit album. Et en fait, quand je parle d'accompagnement global sur ce sujet, c'est qu'il est à prendre de façon systémique, et notamment par ces 4 angles, en fait. À la fois structurel, à la fois organisationnel, à la fois culturel et à la fois individuel. C'est-à-dire que, par exemple, très pratico-pratique, quand on a travaillé avec l'équipe à Montauban, avec Philippe et Sophie, et qu'on a voulu proposer des situations en pédagogie active aux professeurs, on s'est achoppé au fait qu'il n'y avait pas le Wi-Fi partout. On était dans un bâtiment qui faisait cage de Faraday, et du coup, c'était un vrai sujet, en fait. Donc là, on est sur du sujet structurel, c'est-à-dire que, oui, on veut avancer sur le sujet de l'IA. Premier truc, c'est qu'il va falloir que, si on veut construire des situations pédagogiques avec les élèves, il va falloir qu'on ait une accessibilité au Wi-Fi qui soit fonctionnelle partout, en fait. L'organisationnel, c'est comment on va rendre capacitant des environnements pour les équipes. Je vais y revenir après, mais je vous ai dit que pour avancer sur ces sujets qui sont complexes, on ne peut pas tout porter sur du développement de compétences individuelles. C'est-à-dire que très souvent, on l'a vu tout à l'heure dans votre baromètre, les premières actions auxquelles on pense pour avancer sur ce sujet, c'est de la formation individuelle à l'intelligence artificielle. C'est bien, mais c'est insuffisant, notamment par le fait que, comme on est sur un sujet complexe, on ne peut pas laisser reposer le sujet de l'IA que sur les épaules des individus de votre établissement. Il y a besoin de le penser collectivement. Et il y a besoin que vous et vos comités de direction, vous rendiez l'organisation de votre établissement capacitante pour ça. Je vais l'illustrer concrètement avec une situation chez à Sophie Barra juste après. Mais vous allez vite faire le pont. Et ça, il y a des choses à penser à ce niveau-là. Et puis le culturel, c'est
par exemple, sur le sujet de l'IA, qu'est-ce qui se passe du côté des familles ? On va d'abord penser aux équipes pédagogiques parce que c'est elles qui sont bousculées aujourd'hui parce que les élèves vont tricher, par exemple, et que ça, c'est un des gros sujets qu'on trouve dans les salles de classe. Mais le sujet va bien au-delà de ça. Et on a, par exemple, des interrogations des parents. Donc, qu'est-ce qu'on met en œuvre, par exemple, avec les parents ? Notamment en travaillant avec les parents, ça nous aide à nous dégager aussi des moyens pour mettre en œuvre à l'intérieur de nos établissements, en fait. Et donc, pour vous illustrer ça, eh bien, là, dans les exemples que je vous ai montrés d'établissements avec lesquels on a travaillé, la démarche qu'on a mise en œuvre, elle est souvent sur plusieurs phases, en fait. Et puis, on a souvent eu un premier groupe adoptant dans lequel on va avoir une palette qui va des résistants à l'intelligence artificielle à ce qu'on appelle des innovateurs. On a toujours ça, c'est un phénomène qu'on trouve toujours dans le digital. Des gens qui vont être très vite adoptants de nouvelles technologies, puis des gens qui résistent très fortement. Puis au milieu, on a tous ceux qui sont ce qu'on appelle les suiveurs. Le mot n'est pas très joli, mais qui vont suivre les premiers adoptants, en fait. On trouve tout à fait ça dans vos établissements. Et donc, quand on commence à mettre en route cette dynamique, c'est hyper intéressant d'avoir des premiers groupes où on a ces différents niveaux d'acceptation, parce que quand on va venir témoigner devant vos 150 profs à un moment et que je vais faire témoigner Myriam, qui à un moment a été très résistante au sujet et qu'elle va pouvoir décrire à ses pairs comment elle a cheminé sur ces quelques mois où on a travaillé ensemble et comment aujourd'hui elle l'a adopté et ce qu'elle en fait, je peux vous dire que son message, il va avoir 10 fois plus de poids que si moi, je raconte ça, en fait. Et donc, du coup, quand vous avez parce que là, on est vraiment sur des sujets d'accompagnement au changement, vous ne pouvez pas les porter seuls. Ça ne peut pas être une décision descendante qui génère ce changement, en fait. C'est comment vous vous entourez à la fois de votre comité de direction, mais aussi sans doute d'un premier groupe qui va servir de dynamique pour après embarquer le reste de vos équipes, en fait. Et là, je vous ai mis un exemple avec Sophie Barra et donc Éric Giaco en chef d'établissement, où on a mis en œuvre une bibliothèque collaborative pour l'expérimentation d'un premier groupe. C'est quelque chose qui est toujours en cours. On va avoir une grosse journée pédagogique pour l'ensemble de l'établissement qui aura lieu en juin. Donc, depuis septembre, on travaille avec ce groupe-là. OK ? Et donc là, quand je parlais de mettre en place une organisation capacitante, vous voyez, travailler en bibliothèque mutualisée pour pouvoir bénéficier les uns les autres des expérimentations qui sont faites, des retours d'expérience, partager des prompts, ça fait partie, par exemple, des solutions qu'on peut mettre en œuvre. Peut-être un petit baromètre pour vous montrer, au vu de tous les établissements avec lesquels je travaille, un petit peu où je mesure qu'on en est. Donc, on a cette première phase qui va être la phase de démystification et la phase on autorise le travail sur ce sujet dans nos établissements. Et c'est hyper important d'autoriser ça en le parlant et en mettant en œuvre une dynamique cautionnée par le chef d'établissement, parce que ce que j'entends de la part des professeurs et des élèves, c'est comme on ne sait pas si c'est autorisé ou pas, on travaille, je vais reprendre leurs mots, en loose day. Et donc, du coup, ça crée un truc qui est inconfortable. Le chef d'établissement ne sait pas ce qui se passe dans son établissement. Et donc, en termes de retour de bâton de parents, à un moment, ça peut être un petit peu ennuyeux. Alors que quand on enclenche le sujet et qu'on l'autorise, eh bien, on ouvre les portes à une dynamique qui se met en œuvre, en fait. On a ensuite un temps de ce que j'ai appelé de test and learn collectif, en fait, où on va être dans la co-construction d'un projet, parce qu'il faut le confronter au réel, il faut vraiment être dans un état d'esprit de co-élaboration des choses. Et puis, on ira ensuite vers des projets qui vont être matures, où on va pouvoir construire, par exemple, des chartes éthiques. Tout à l'heure, dans le petit témoignage, j'ai mis un petit bout de ta vidéo, Pierre-Laurent, en fait. Il parlait de travailler de façon éthique avec l'IA. Eh bien, un des sujets, par exemple, à co-élaborer, ça pourrait être avec quelle charte éthique on avance sur le sujet de l'IA dans nos établissements. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on ait d'abord mis en action les gens, qu'ils aient d'abord travaillé avec, qu'ils aient mis les mains dedans. Ils ne seront pas capables de construire une charte éthique s'ils n'ont pas d'abord exploré les choses et testé des choses, en fait.
Et donc, du coup, on ira ensuite sur des choses plus matures. Donc, voilà un petit peu pour situer où on en est. Et je vais passer assez vite. Voilà, je vais passer un petit peu rapidement tout ça. Peut-être pour aller en profondeur dans le sujet, une question que je vous amène à réfléchir. Donc, ces sujets d'IA nous ouvrent plein de portes en termes d'innovation pédagogique, c'est indéniable. Cependant, on commence à avoir des études intéressantes. Alors, peu importe l'étude et peu importe, je dirais, les chiffres que vous voyez, c'est juste l'esprit qui est à retenir. Une expérience qui a été faite par l'université de Pennsylvanie, où on a une expérience en 2 temps auprès de 1000 lycéens en mathématiques, avec l'utilisation de l'IA dans un premier temps et un accroissement de leur performance qui est mesuré à 48%, peu importe le chiffre, mais c'est la dynamique que ça enclenche. Cependant, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a eu une deuxième phase dans l'expérimentation où on leur a retiré ChatGPT et confrères, en fait. Et là, on a vu une baisse de la performance qui allait de 17% à 62%, en fait. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'érosion cognitive. Et donc là, on a un vrai sujet dans les choses qu'on doit construire, dans les situations pédagogiques qu'on doit construire, comment on les aide à développer du sens critique. Il y a plein de solutions, mais encore faut-il le penser collectivement dans les établissements, voire même entre chefs d'établissement. Là, vous êtes une super... il y a de quoi faire une super communauté de pratique. Et notamment... comment on continue à construire de la pensée critique, comment on va construire des situations pédagogiques où vraiment on va avoir cette pensée critique qui va être développée. Et c'est tout à fait jouable, hein. J'ai fait cette semaine avec des masters, j'ai fait un procès de l'IA pour les gens qui sont avocats, qui a fortement permis de développer ce sens critique au niveau des étudiants, en fait. Voilà, un petit peu pour avoir quelque chose qui se balance, en fait. À la fois, cette IA, eh bien, c'est de l'innovation pédagogique, c'est indéniable. C'est des nouveaux métiers ou des métiers qui vont se transformer. Je ne vous ai pas parlé des nouveaux métiers qui émergent, mais par exemple, on a aujourd'hui des managers de prompt. On a tout un tas de nouveaux métiers qui sont en train d'émerger et pour lesquels il faudra former les élèves. Et donc, du coup, certainement une transformation de l'école, c'est sûr. Mais en parallèle, on doit garder l'humain au centre et ça fait partie des valeurs que vous portez. Et donc, toute cette créativité, cet esprit critique, ce goût de l'effort, et particulièrement pour pouvoir faire face à ces sujets complexes, la capacité à collaborer et à inventer ensemble, c'est vraiment, on doit y être attentif à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la stratégie de votre établissement ou que ce soit dans les situations pédagogiques qui sont construites. Vous verrez dans la présentation que vous aurez le lien vers ce guide de l'UNESCO qui nous met bien à vue les 4 défis de l'école. Je vois des oui, il y en a qui connaissent la ressource. Une autre ressource, et donc du coup là on voit bien le sujet sur les différents niveaux. Une autre ressource qui vient de sortir, qui est intéressante, c'est 2 guides sur les compétences à développer pour les professeurs, les compétences à développer pour les apprenants, pour vos élèves en fait. Et là pareil, je vous ai mis les liens, vous pourrez retrouver les ressources. Voilà, donc sur ce deuxième enjeu, eh bien, oui, l'IA, voilà, si je refais le pont avec le sujet de la technologie que j'ai développé en premier lieu, notre solution, c'est la coélaboration. Pour vous, c'est de penser vraiment l'accompagnement global et puis une maturité qui va s'acquérir progressivement. Et c'est normal d'avancer par phase sur ces sujets-là, puisqu'on est sur des sujets qui sont, qui sont complexes. Ils embarquent beaucoup de sujets à l'intérieur. Voilà, ça c'est mes partis pris. Je vais vous en faire grâce parce que je vois que l'heure approche. Et puis voilà, une dernière petite citation d'Antoine Saint-Exupéry. Si vous voulez construire un bateau, ne forcez pas les gens à ramasser du bois ni leur assigner des tâches, mais aidez-les plutôt à désirer l'immensité de la mer. Et donc ça, c'est toute cette innovation pédagogique vers lesquelles l'école de demain va vous emmener. Voilà, c'est ce que je vous souhaite, d'être des capitaines
qui rendait désirable en fait toutes ces innovations pédagogiques et ces nouveaux projets que vous allez pouvoir construire pour vos écoles de demain. Merci à vous.